Chers amis, au nom du Comité français du Comos, je suis très heureux de vous accueillir pour cette très belle après-midi, centrée autour des problématiques de patrimoine mondial et de développement. Ce que je vous propose, c'est d'écouter, rencontrer ceux qui portent deux aventures exceptionnelles, deux sites, j'ai envie de dire, récemment inscrits, même si le Val-de-Loire a été inscrit dès 2010, mais l'histoire du patrimoine mondial est bien entendu une histoire récente. La Convention est signée en 1972, et donc c'est aujourd'hui 40 ans d'aventure de la Convention du patrimoine mondial auquel nous vivons, auquel nous participons. Deux sites sont invités aujourd'hui et je suis très heureux de les accueillir en votre nom à tous, le bassin minier du Nord et le Val-de-Loire. Nous écouterons successivement Catherine Bertram. Donc vous êtes la directrice de la mission bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et nous sommes très heureux que vous ayez accepté de nous présenter votre dossier. Enfin, Myriam Lédet, donc vous êtes chargée de mission pour le développement durable à la mission Val-de-Loire Patrimoine mondial. Avant de vous donner la parole, je voudrais partager avec vous le point de vue suivant. Le patrimoine mondial, histoire récente, et ce qui est totalement fascinant pour moi, histoire en perpétuelle réinvention. Rappelez-vous, première liste d'inscriptions françaises de grands monuments. Le Mont Saint-Michel, le château de Versailles, les grottes paléolithiques de la Désert, les monuments antiques d'Arles. Je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler quel a été, je dirais, le point de départ et cette première liste française. Il était sans doute légitime que ces lieux mythiques de notre patrimoine aient été identifiés, mais quelle évolution, quelle différence entre ces premières inscriptions et puis ce qui va se produire progressivement et, j'ai envie de dire, l'accélération actuelle. J'y vois deux évolutions fondamentales. La première, c'est celle, je dirais, de la transformation de l'échelle patrimoniale. Donc comment nous passons, je dirais, d'un monument, même s'il s'agissait, je dirais, de très grands monuments, de vastes sites, Mont Saint-Michel, Château de Versailles et Parc de Versailles par exemple, pour aller au Val-de-Loire, je ne me trompe pas, 800 km². Donc on mesure le changement d'échelle et sans doute qui accompagne, si vous voulez, sur notre nouveau regard sur le patrimoine. Progressivement, nous avons franchi les limites, grand thème dans les problématiques patrimoniales, pour passer du monument en tant qu'objet culturel isolé à un très grand territoire. Donc, du monument au territoire. Et l'un et l'autre, vous incarnez cette métamorphose. Au-delà de la question de l'échelle, il y a la question, je dirais, de la valeur universelle du concept patrimonial. Comment on passe d'un grand monument à un paysage culturel, pour le Val-de-Loire, et comment on passe ensuite à une mémoire industrielle, paysage culturel également, qui est l'aventure du bassin minier. Donc, une autre échelle, de nouveaux concepts patrimoniaux, et puis, et c'est peut-être sur ce point que je voudrais insister, en fait une construction, je dirais, nouvelle et différente de ces dossiers. Très clairement, et toute la liste d'inscriptions françaises est belle
juste, et je pense que tous, nous nous y reconnaissons. Mais ce qui est totalement fascinant dans ces nouvelles inscriptions, c'est que la démarche qui a pu porter ces dossiers est tout à fait différente. Les premiers dossiers, très clairement, c'est une sélection portée par les spécialistes, les scientifiques, parmi des listes, je dirais, de monuments historiques classés, pour identifier ceux qui seraient, oserais-je dire, les super monuments historiques. Et c'est le sens de la première liste française. Et le Val-de-Loire, le bassin minier, je pense que c'est tout à fait autre chose. On n'est plus dans une démarche, je dirais, portée par l'institution. En fait, ce sont les territoires qui inventent leurs concepts patrimoniaux et qui cristallisent donc un dossier, une inscription. J'ai la même fascination, et je tiens à vous le dire à chacune d'entre vous pour ces deux dossiers, mais peut-être pourrais-je insister sur le bassin minier. Voilà, c'est une communauté qui a non pas inventé, puisque le patrimoine minier existait, mais qui s'est réunie, construite autour de ce dossier patrimonial. Un des phénomènes auxquels nous assistons, c'est, je dirais, la concurrence telle qu'elle existe aujourd'hui pour obtenir cette inscription au titre du patrimoine mondial. Concurrence française, mais surtout concurrence internationale. Il est évident que les standards d'inscription pour les nouveaux dossiers sont d'un niveau qui dépasse largement, si vous voulez, le contenu d'un dossier des années 80. Aujourd'hui, si vous voulez, le processus de contrôle auquel participe ICOMOS auprès du Centre du patrimoine mondial, voilà, le processus de construction du dossier est extrêmement complexe. Et en tant que président d'ICOMOS, j'ai la chance de siéger dans une institution qui est propre à la France, qui est le Comité national des biens français inscrit au patrimoine mondial. Et donc, nous assistons, nous participons donc à la présentation des nouveaux dossiers, au débat sur la liste indicative. Vous savez qu'il y a l'antichambre, d'une certaine manière, de l'inscription au patrimoine mondial. Nous rencontrons les porteurs de dossiers, et puis nous avons des débats avec eux tout au long de la construction du dossier. Et je crois que ce qui est absolument remarquable, c'est que cette appropriation par les territoires de leur dossier s'accompagne d'une construction, je dirais, sociale du dossier. Donc une communauté se rassemble autour de ce dossier pour l'inventer, le rédiger, l'établir. Certains d'entre vous étaient avec nous au début de la semaine. Donc nous avons tenu un colloque que j'ai trouvé absolument remarquable au château de Maison sur la question du patrimoine mondial et la question des limites. Vous savez que le patrimoine mondial se définit par un bien et une zone tampon. Donc c'est une question de signification, c'est une question de cartographie, c'est une question de limite. Et nous a été présenté un exemple absolument fascinant qui était celui en fait, de la ville de Valparaiso, avec un dossier qui s'est construit dans le temps, là encore, avec une articulation entre un dossier porté par des spécialistes et ensuite un dossier repris par les populations. Le dossier porté par les spécialistes, les experts patrimoniaux, était centré en fait sur la ville, je dirais, néocoloniale, la ville moderne, entre guillemets, et progressivement, les habitants, les populations ont demandé que les territoires périphériques, donc dans les hauteurs de Valparaiso, avec une architecture beaucoup plus vernaculaire, soient intégrés au dossier. Et ce qui était passionnant, c'était ce débat sur l'évolution en fait, de la signification d'un dossier au travers de la constitution en fait, de la communauté qui va porter le dossier. Donc sans être trop long dans cette introduction, voilà, je voulais dire que ces dossiers, parmi les nouvelles aventures patrimoniales en France, incarnent, je dirais, ce nouveau regard, ces nouvelles démarches, à très grande échelle, des populations qui portent le dossier
en dialogue avec les élus qui participent de ce groupe social et pour inventer voilà, des concepts patrimoniaux absolument fascinants. Alors, l'enjeu de ces constructions de dossiers patrimoniaux, c'est la reconnaissance d'une communauté, de sa mémoire, de leur territoire porteur de ces valeurs universelles, mais au-delà, bien entendu, nous nous projetons dans le futur et en quoi ces territoires et ces inscriptions patrimoniales mondiales peuvent être porteurs de développement. Donc, nous avons la grande chance cet après-midi donc, de vous écouter l'une et l'autre et nous allons à chaque fois avoir la chance d'avoir la présentation de ce dossier patrimoine mondial et puis nous écouterons comment dans le Val-de-Loire, comment dans le bassin minier, vous réussissez à articuler les valeurs patrimoniales et les problématiques ô combien nécessaires aujourd'hui de développement. Voilà. Je propose de vous donner la parole. Donc, nous vous écoutons. 25 minutes si cela vous convient. Ensuite, je propose peut-être quelques questions, mais ce que j'aimerais, c'est que nous essayons d'enchaîner assez vite sur le dossier du Val-de-Loire et il nous restera une demi-heure, trois quarts d'heure pour débattre tous ensemble. C'est l'esprit de notre réunion de cet après-midi. Madame, je vous remercie. Bonjour mesdames, messieurs, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Catherine Bertram, je suis directrice de la mission bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Donc cette structure a été créée par décision interministérielle, en 2000. C'est une structure d'ingénierie d'aménagement. Et au terme de 10 ans de portage technique de la candidature aux côtés de l'association politique, nous avons donc obtenu l'inscription au patrimoine mondial le 30 juin 2012. Nous avons un an et demi de recul. Pour vous dire aussi, c'est que le patrimoine mondial en France, nous sommes au 38e siècle, le petit dernier. C'est quand même une famille, c'est une association de biens français extrêmement active. Et en fait, nous avons eu des partenariats extrêmement tôt avec Val-de-Loire. On pourrait dire, bon, Château de la Loire, Château de la Lustrie, grand paysage culturel exactement. Également, qu'est-ce qu'ils ont à voir ensemble? Eh bien, nous avons tout à voir ensemble, puisqu'en termes de gestion de paysage, nous tombons sur les mêmes problématiques de planification, de réglementation, entrer dans les plans locaux d'urbanisme, faire des règlements locaux de publicité pour que les entrées de ville soient à la hauteur de l'écrin que doit être une ville pour un patrimoine mondial. Donc en clair, nous avons tout à voir avec Val-de-Loire. Ce sont vous allez voir des entrechoppements percutants que nous avons et que nous partageons. D'ailleurs, nous avons une journée sur la planification au plan national organisée par le ministère le 22 janvier. On le fait à la Défense et on le fait ensemble. Donc, nous avons été inscrits au titre de paysage culturel évolutif. Donc ça, c'est vraiment un mot que vous avez rencontré de façon répétée, notamment en termes de développement. Mais bon, comme nous sommes les petits derniers et que peut-être vous ne connaissez pas vraiment, je vous ai laissé une belle plaquette à l'entrée pour ceux qui veulent avoir une petite trace. Donc juste pour vous dire, on se situe nous sommes un petit tronçon du bassin Varisque, bassin géologique minier qui court tout au long de la planète, des Appalaches à la Chine du Nord, en passant par l'Europe. Et donc vous avez une exploitation uniquement souterraine, je le mentionne, donc 120 km de long sur 15 à 20 de large. Évidemment, ce tronçon se poursuit chez nos voisins belges, allemands, bien sûr polonais, j'en parlais. L'empreinte historique, elle est énorme. Les petits points, ce sont les 600 puits qui ont été foncés lors de l'exploitation minière. 270 ans. En 1720, le charbon est découvert à Fresnes-sur-Escaut, à la frontière belge, à l'extrême est. Et donc, elle se termine en 1990, donc en plein cœur du bassin, donc au site de Wany. Donc 270 ans d'empreinte sur le territoire. Bon, avec quelques chiffres qui en général font frémir les étudiants. 100 000 km de galeries sous le sol, alors c'est 2 fois et demi le tour de la Terre. Enfin bon, voilà, donc des chiffres assez hallucinants, mais qui donnent en plus l'ampleur et l'empreinte de cette exploitation. Il y a encore 1,2 million d'habitants sur ce territoire, ce qui en fait un territoire assez dense. Donc, nous avons, comme vous le disiez, Monsieur le Président, on a le périmètre du bien inscrit au patrimoine mondial, c'est un construit.
C'est qu'en fait, le croisement entre la valeur patrimoniale, historique, sociale, avec bien sûr toutes ces 10 ans de candidature, vous avez passé les fourches codines de toutes les étapes dès l'inscription sur la liste indicative de la France. Mais en tout cas, c'est un construit, c'est-à-dire que nous avons restreint dans le dossier à 25% du patrimoine existant. Simplement, ça représente encore 353 éléments qui sont en rouge sur la carte, hein, c'est ce qui porte la valeur univers exceptionnelle, donc c'est une sorte de peau de léopard que vous voyez en rouge. Et donc, elle concerne quand même 87 communes qui sont impactées par le périmètre. Et donc, vous avez toute la variété typologique de ce patrimoine industriel, hein, donc patrimoine bâti et naturel. Donc, que ce soit donc, les anciennes usines, les anciennes fosses, donc les chevalements, nous avons 51 terris. Donc, les cavaliers qui sont importants, c'est les anciennes voies ferrées des mines, ce qui emmenait les wagonnets de charbon de fosse en fosse. Donc ce réseau, en fait, finalement, de petits ou de grands chemins, a une importance particulièrement forte, puisqu'en fait, il est souvent le lien entre les taches rouges que vous voyez sur la carte, donc le bien inscrit au patrimoine mondial, et ce qui est en orange, qui s'appelle la zone tampon. Alors, pour employer une métaphore un peu que me reprocheront les experts, notamment M. Abdoulac dans la salle, c'est un peu l'écrin et le joyau, si vous voulez. Mais la zone tampon orange, chez nous, a pris une valeur importante, c'est une valeur de cohérence paysagère. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait me dire, parce que c'est dans le titre aussi de la table ronde, les territoires urbains et ruraux, souvent les gens ont une vision extrêmement urbaine du bassin minier, hein, voire même un peu germinalesque, mais c'est un peu l'héritage aussi de l'image dans l'histoire, mais c'est aussi un territoire où vous avez d'énormes zones agricoles, qu'elles soient interstitielles ou périphériques, et ce qui est en orange est souvent aussi en bordure, en lisière agricole, voire même avec donc, des terres agricoles dans le bien. Donc vous avez une diversité très très forte d'éléments dans ce paysage culturel. Donc le petit cercle que vous voyez là, donc à droite, à l'est, en fait ça donne ça. Donc vous avez en fait ce qu'on appelle dans le paysage culturel, si vous voulez, se compose d'une quinzaine, donc de 15 de ce qu'on appelle micro-paysages qui condensent en fait la variété et la richesse typologique donc, du patrimoine industriel, que ce soit donc les grands sites de production, on en a 4, des anciennes fosses. Donc vous avez Waller-Sarambert, là où est tournée Germinal de Claude Berry pour les plus vieux d'entre nous, dont je fais partie. Vous avez le centre historique minier à Loire, qui est le plus grand musée de la mine en France. Vous avez le 99 bis à Wany, hein, le numéro c'est le numéro des puits, 99 bis à Wany, et le 1119 à Los Angeles. Donc vous avez également des grands étangs d'affaissement, vous avez des terrils en patrimoine paysager, néo-naturel, néo-naturel, et évidemment un énorme impact sur le territoire. Donc parmi ces 353 éléments inscrits au patrimoine mondial, vous avez 124 cités minières, ce qui est quasiment le tiers, et donc qui a été reconnu par les experts internationaux quand nous avons cheminé vers la reconnaissance, enfin l'inscription et la reconnaissance de notre valeur universelle exceptionnelle. C'est ce patrimoine social. C'est que nous avons une variété typologique de logements sociaux, que ça soit, ce que vous connaissez tous comme forme, c'est le coron, mais vous avez les cités jardins, les cités pavillonnaires et les cités modernes qui sont 4 types, qui correspondent en fait aux générations de construction du bâti. Donc, ce que vous pouvez me dire, si vous voulez, c'est que les compagnies des mines, qui étaient donc à l'époque privées, avant d'être nationalisées en 1946 pour créer le groupe Charbonnage de France, se livraient à une compétition féroce pour attirer la manœuvre. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu une sorte aussi de démonstration de puissance dans la construction de cités, d'équipements sociaux culturels ou cultuels, type église, donc dispensaire, type stade, type d'autres endroits où les mineurs pouvaient avoir leur loisir ou après le travail. Et donc elles rivalisaient entre elles parfois de débauches d'ornementation qu'on connaît mal, hein, vous ne connaissez certainement pas très bien, mais que vous seriez étonnés. Il y a à peu près 800 variétés de types différents en matière de modénature, de boiserie, enfin de type architectural. Donc, quand même, on parlait de développement, et je pense même que c'est une façon différente d'envisager un territoire qui a été, qui a été en fait objet d'une exploitation à tout niveau. Donc, je pense qu'il y a eu d'abord, de 1720 à 1990, il y a quand même eu un développement de 70 ans qui a quand même été extrêmement prédateur des ressources naturelles et humaines. Et ça,
on ne traite pas et on n'a pas construit un dossier patrimoine mondial sans bien sûr tenir compte de toute cette évolution. Bon, pour vous donner quand même, là je disais, la vision un peu de l'Empire avant sa fermeture progressive. Donc c'était l'inventaire des propriétés des houillères, où vous aviez vraiment ce qui était le site de production, mais aussi donc, tout ce qui venait, j'en parlais, entourer la vie du mineur, donc y compris hôpitaux, cliniques, écoles techniques ménagères, des casernes, parce qu'il y a des grèves, il ne faut pas l'oublier non plus, et donc presbytère, église, chapelle, etc. Donc il y avait vraiment un patrimoine extrêmement varié qui a fait l'objet d'un éclatement progressif au fur et à mesure de la fermeture programmée de l'activité minière en France, dès les années 60. Et donc les charbonnages ont veillé à vendre ce qui était vendable, ce qui avait de la valeur en termes d'actifs comptables. Donc c'est pour ça que vous avez eu par exemple des usines, des fosses qui ont été vendues au privé assez rapidement. Mais ce qui est resté dans le fond du panier, c'est quand même un stock absolument incroyable de friches industrielles. En 1983, un stock qui était la moitié de celui en France, donc avec 5000 hectares d'origine minière dans le bassin minier, donc avec des communes petites qui n'avaient absolument pas des capacités de maîtrise d'ouvrage pour réparer ces séquelles-là, des petites communes où vous avez des friches de 150 hectares qui commencent à apparaître. Il a fallu l'ingéniosité des politiques publiques successives pour aider au redéveloppement de ces zones. On a quand même en termes d'environnement également, non pas, alors là j'en profite pour souvent un cliché qu'on a, et c'est normal, c'est de penser que on a eu un affaissement progressif des 100 000 km de galeries, mais c'est pas les eaux du fond qui remontent, c'est plutôt parce qu'il y a eu des bouleversements terribles de l'hydraulique de surface, que nous avons des zones potentiellement inondables en cas de panne de stations de relèvement des eaux, parce que nous avons encore 74 stations de relèvement des eaux sur le territoire, donc qui avaient été installées par les charbonnages et qui sont gérées par l'État. Donc les conditions de redéploiement économique urbain, c'est parce qu'on a eu, et le dossier de candidature l'a pris à bord, c'est-à-dire on a eu 30 ans de politique de reconversion de ce qu'on n'appelait pas héritage, ce qu'on n'appelait pas patrimoine, ce qu'on a souvent longtemps appelé séquelles. Une fosse, une usine, pour ornementer qu'elle soit, elle perd son usage, elle devient une friche progressivement. Et donc là, sans vous inonder de chiffres, c'est pour vous montrer qu'il y a eu quand même une phase de remise à niveau absolument intensive. Par exemple, pour la première, nous sortons juste maintenant de 40 ans de politique publique pour rénover les voiries et réseaux divers des 563 cités minières qui, nécessitaient évidemment d'avoir tout le confort moderne de tout Français. Ce qui montre aussi dans le paysage culturel évolutif et pour le redéveloppement urbain, c'est que le logement minier, par exemple, le logement qui est habité, nous sommes en paysage habité, 1,2 million d'habitants, les cités minières sont habitées, eh bien il n'a cessé d'évoluer ce patrimoine. Et donc il continuera à évoluer aussi. Parce que c'est toute la question aussi du redéveloppement. Quand vous avez les objectifs du Grenelle de l'environnement, et le changement climatique et la rénovation thermique qui vous attend, quand vous avez un patrimoine existant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est de l'isolement par l'intérieur? L'isolement par l'extérieur a des problèmes en matière de façade, etc. Donc en fait, même si nous sommes bien suivis par la DRAC, le ministère de la Culture, on pose parfois de sacrés problèmes au ministère de l'État qui promeuvent bien sûr au travers des politiques tout ce qui est rénovation thermique, les panneaux solaires, etc., etc. Puis qu'on leur dit comment on fait sur une cité minière pour pas que ce soit dénaturé, que le cône de vue soit respecté, puis là ils sont bien embêtés, puis ils vous regardent en disant essayez de trouver des solutions, Donc c'est toujours une co-construction, nous le savons bien. Donc on a eu vraiment une évolution progressive d'un traitement vraiment massif et quantitatif des stigmates. Il y a un établissement public foncier qui a été créé spécialement pour cela. Donc on est allé de plus en plus vers une politique intégrée où là le traitement en termes de logique de projet s'est accéléré. Et donc on a bénéficié énormément dans la région, je souligne toujours abondamment, des fonds fédères de l'Europe qui sont venus compléter les fonds nationaux et les fonds régionaux. Donc avec 1 an et demi de recul, donc vous avez vu cette longue marche qui n'est pas finie encore, de ce qu'on peut appeler la patrimonialisation, mais devenir moteur de développement, ça pose des tas de questions, surtout dans notre histoire, vous avez vu, où le développement avait quand même une certaine couleur. C'est vraiment le défi du paysage culturel évolutif, c'est-à-dire comment on combine les mots-clés de l'UNESCO, c'est authenticité et intégrité, avec évolutivité. Je peux vous assurer que s'il y a des maires dans la salle, et Myriam doit avoir la même chose, c'est les maires qui sont surtout intéressés par l'évolutivité, si vous voulez.
ça les rassure en disant bon, il y a paysage culturel, ils vont venir avec des contraintes, oh là là, je peux pouvoir faire ce que je veux chez moi, ah mais c'est évolutif. Ah ouais, bon, donc en fait, il y a une espèce de dialectique qu'il faut vraiment introduire et montrer qu'on peut, évidemment, sur un site qui est inscrit au patrimoine mondial, faire des choses. Mais c'est toute une pédagogie qui n'est pas évidente. J'en parlais par rapport aux objectifs du Grenelle de l'environnement, ben nous, on est en plein dedans. On a des mesures FEDER sur la rénovation thermique et touchant les 2 bailleurs sociaux qui possèdent encore tout le logement minier. On est en train de travailler ensemble pour vraiment combiner rénovation thermique et respect du patrimoine. Donc là, c'est un dispositif qui est important. Nous, on nous a demandé de le faire tout de suite. Et Myriam l'a fait quelques années après, dans les dossiers anciens, plus anciens que nous. C'est le plan de gestion. L'UNESCO vous demande un plan de gestion qui est maintenant épais comme le bras, où ce n'est plus les élus qui disent « je le jure, je m'occuperai de mon patrimoine ». Là, on vous demande vraiment d'entrer dans tous les dispositifs juridiques, réglementaires, contractuels, etc., pour prouver que vous pouvez préserver et transmettre cette valeur aux générations futures. Et de trouver des solutions en matière de combinaison d'intégrité et d'authenticité et d'évolutivité. Donc nous avons bâti ce plan de gestion et c'est ce qui nous permet d'avoir notre feuille de route et on va dire de maintenir le cap. C'est en fait par rapport à ça, pour articuler développement urbain, développement économique, développement social, développement territorial, il fallait se tracer une feuille de route et ça on l'a fait admettre par tout le monde, ça a été signé par tout le monde. C'est ce qui va nous aider là par exemple à traverser la phase contractuelle du contrat de plan futur, la 2014-2020, et de demander des sous au niveau des programmes opérationnels FEDER 2014-2020 également. Donc de quel développement parlons-nous? Alors moi je suis un peu à l'aise parce qu'on est un territoire proto-touristique, c'est-à-dire qu'on est avant si vous voulez. On est avant le tourisme, c'est-à-dire qu'en fait on a déjà des forces touristiques qui existent, ou du moins tourisme culturel, le centre historique minier à Loire accueille 152 000 visiteurs. Et j'ai envie de dire, vous savez, ce qu'on entend souvent, et je comprends, je l'entends de manière intéressée, c'est la pression, la pression des visiteurs qui viennent, qui dégradent, ceci, ben nous on les attend. On les attend. On fera tout pour que ça ne se passe pas en dégradation, bien sûr, mais nous, on n'est pas tout à fait dans cette optique. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas, et on a beaucoup de frémissements, parce que j'en profite parce que je suis dans la maison mère, c'est qu'on a des effets couplés avec l'ouverture du Louvre à Lens, depuis 1 an. D'ailleurs, je fais une pub monstrueuse à l'acteur du Louvre Paris, qui sera très content. Venez au Louvre à Lens, c'est extraordinaire. C'est à 1 heure de Paris. Vous arrivez en plein territoire minier, parce que le Louvre à Lens a été bâti sur une ancienne friche minière de 20 hectares. Donc où que vous soyez dans le parc du Louvre, autour du Louvre, quand même Louvre construit par Sana, un grand nom d'architecture, Pritzker, vous avez la mine tout autour. Donc en fait tout est là pour vous inviter à rester même 2 heures pour visiter un peu ce patrimoine mondial qui est autour de vous. Donc venez au Louvre à Lens. Bon. Alors, par contre, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on ne le réduit pas évidemment à sa dimension touristique. Et je pense que même des grands sites qui sont sous pression touristique, avec les atouts, etc., doivent le dire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être une source de déception, on méprise sur les objectifs, mais on en a d'autres aussi à poursuivre. Également, il faut se méfier par rapport à la population. Je vois mal des bus, il y a des circuits dans les cités minières avec des médiateurs à pied, des bus qui arrivent dans les cités minières avec certaines qui vont mal socialement, de façon paupérisée, avec des gens qui viennent regarder les gens sous les potagers, sous le nez, comme dans une réserve d'Indiens. C'est pas forcément un modèle de tourisme souhaitable. En tout cas, nous on ne milite pas du tout pour ça, pour le faire. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Et il y a déjà des circuits, je vous rassure, pour visiter les cités minières dans le Douaisis. L'office de tourisme de Douai fait ça très très bien. Donc nous, on a plutôt des risques à développement territorial à plusieurs vitesses, parce qu'on a un grand écart qui peut se passer, c'est un risque, donc je vous dis, moi j'arrive plutôt aussi avec des questions, j'arrive pas avec des recettes en vous montrant tout est beau. Entre à la fois ce qui en effet se frémit depuis cette inscription, depuis ces 10 ans que nous avons ramé aussi avant, depuis l'ouverture du Louvre en décembre 2012, c'est évident que l'effet notoriété, les impacts des méga attracteurs, si je les appelle comme ça, servit de marque, Louvre-Lens et l'UNESCO, changent la donne. C'est-à-dire qu'on a déjà, en termes de presse, de voyage de presse, quand on interviewe des investisseurs, intègrent l'UNESCO et le Louvre dans leur choix territorial. Donc
il y a des batteries d'indicateurs qu'on commence à mener parce qu'il faut de l'évaluation dans tout ça, bien entendu, pour objectiver ce qu'on va dire. Mais il y a, et ça se passe. Il est évident que vous avez, quand vous avez le Louvre, où il y a déjà plus de 750 000 visiteurs, que vous avez un benchmark, par exemple comparaison de sites, avec Guggenheim, avec plusieurs sites en Europe, que vous avez déjà de ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire des grappes d'entreprises, des groupes d'entreprises qui se créent sur des dynamiques comme le pôle numérique culturel, par exemple, qui sont dans la mouvance du Louvre. C'est évident qu'on a des choses qui bougent très fort, mais on a, bon, le terme, vous le prenez comme vous voulez. Nous, on l'a traité pas mal, avec beaucoup de pincettes. C'est en fait le grand écart, je dis, entre déjà les méga attracteurs, ce que ça va produire, mais ce qu'il y a aussi, la difficulté, c'est-à-dire la résilience inachevée. C'est-à-dire en fait la résilience, c'est l'application du concept de Cyrulnik à un territoire qui a subi un choc économique, les conditions du rebond, hein, si je m'exprime très, comment dire, de façon un petit peu grossière. Mais en tout cas, cette résilience-là, c'est sûr que c'est un moteur de développement et un moteur dans ce champ-là, mais ça n'ôtera pas, et il faudra être très très vigilant à ça, qu'il y a vraiment encore la superposition entre, si vous voulez, la réhabilitation, la rénovation qui se poursuit. N'oublions pas que les phénomènes sociaux s'inscrivent dans le temps long. Et c'est pas parce que vous curez une friche, ça peut 5 ans, une friche, hein, même une friche de 50 hectares, au bout de 5 ans c'est démoli, terrassé, vous mettez des arbres, on voit plus la fosse, c'est devenu vert. Mais le gosse qui habite dans rue de la Fosse 5, il voit plus la Fosse 5 qui était démolie. Oui, où sont ses repères identitaires, où sont les repères dans la ville? Quand une ville a été bousculée comme cela par la mine et par la reconversion, il y a des choses aussi qui sont ça doit faire l'objet d'une interprétation, d'une médiation pour le comprendre. Donc on a vraiment encore une conjonction de parfois de politiques réparatrices et séquelles, de moins en moins, et de démarches de projet. Hein. C'est pas la belle chronologie, vous savez, qu'on voit déjà dans les rapports en disant de la réparation des cicatrices au projet. Bon, ça n'arrive jamais, ça se conjugue, et donc on doit faire avec et faire évoluer les projets en fonction de ça. Donc il y a comme des indicateurs sociaux et sanitaires qui restent dégradés, et il y a le risque de décrochage social et urbain du cœur urbain minier, hein, qui sont très préoccupants pour les élus notamment. Et ce que Bernard Stiegler, quand on l'a rencontré, nous disait, c'est qu'il faut éviter absolument, c'est les risques de fractures symboliques entre les gens qui se sentent paupérisés, coupés du Louvre, des dynamiques du Louvre. Donc il y a un phénomène de repli encore plus fort, parce qu'ils se sont coupés de phénomènes comme ça. Donc ça donne des effets un peu qui se coulent, qui peuvent comment dire, être préjudiciables. Nous, donc au 99 bis de Wany, qui est le grand site de la mémoire, vous verrez, longtemps les gens, donc c'est un grand site, les gens de la cité en face ne venaient jamais sur le site, parce que c'était un lieu interdit. C'était donc vous aviez des amendes, hein, en termes de garde des mines, c'est-à-dire que si vous entriez sur une fosse sans y être autorisé, vous aviez des amendes, hein, comme le potager qui était non désherbé, vous aviez une amende. Hein. Donc ça crée quand même des sacrées réactions aussi encore par rapport au comportement et à la mentalité qui sont pas négligeables. Donc là, dans ce contexte-là, donc je pense que la construction du développement et du dossier et de la gestion aujourd'hui, elle s'appuie sur cela. Parce que je pense sinon, on va manquer quelque chose, on va se mentir, et on va mentir aussi aux habitants qui y vivent. Donc évidemment, je disais, en termes de notoriété, il y a véritablement une amélioration de l'attractivité du territoire. Des effets de presse énormes, une publication de prestige qui commence à vraiment à fleurir partout. Je cesse de baver quand je vais à Val-de-Loire ou ou dans d'autres sites où je vois un panel de beaux livres. On commence à en avoir de partout. Un changement d'image, j'en parlais. Et quand même une naissance d'une promesse pour le visiteur, c'est qu'on a quand même maintenant ce qu'on n'avait jamais comme intelligence extérieure qui venait, de gens qui viennent aussi en fait nous ausculter, nous proposer aussi des manières de valoriser notre patrimoine de façon assez décoiffante. Donc on a eu des recherches de tendance là par rapport à la destination Louvre-Lens UNESCO.
qui nous ont fait des propositions. On a aussi le Louvre, mais on a aussi le tourisme de mémoire lié à la Grande Guerre qui commence, avec les sites miniers qui sont à côté des sites de la Grande Guerre. Et puis on a aussi, c'est clair, il n'y a pas que les touristes, mais aussi l'économie résidentielle, la population locale, les alternants et les retraités qui consomment sur le territoire ou qui ont envie d'y revivre, qui est importante. En termes de marketing territorial, c'est vrai que souvent les territoires maintenant se vendent et argumentent leur vente en termes de compétition, c'est assez féroce. Mais c'est toujours les mêmes arguments, c'est l'accessibilité, je suis relié par l'autoroute, le tissu d'entreprise, les infrastructures, etc. La plus-value UNESCO, elle est réelle, pour peu qu'on fasse une politique volontariste et réfléchie. Je crois qu'elle n'est pas magique, mais elle a quand même ce côté, ce défi, je pense, de la singularité, notre singularité et sans être galvaudé, d'une certaine authenticité. Ce qui est très, très important en matière de développement, c'est la prise de conscience d'un capital économique, social et culturel. C'est-à-dire qu'en fait, le patrimoine est devenu de plus en plus un point d'appui du développement de grands projets, des grands sites notamment. Donc le réseau des 5 grands sites de la mémoire sont vraiment locomotives de ce paysage culturel. C'est sur ces 5 fosses, ces grandes usines qui toutes ont un volet de projet culturel, que ce soit la fabrique à images à Wallers, que ce soit la fabrique théâtrale, Théâtre Vivant au 11-19, donc la musique sur le 9-9 bis, et le Ward qui est un grand musée, elles ont toutes aussi un volet de développement économique. Donc la logistique, on a une grande plateforme logistique à côté du 9-9 bis, donc c'est le tertiaire, il y a la logistique par exemple, ou tout ce qui est éco-développement, éco-environnement au 11-19. Donc, ce qui était pionnier se modélise, c'est-à-dire qu'en fait, on avait des tentatives dans des grands sites d'implanter de l'activité. Et là, le Louvre nous y aide, puisqu'il y a toute une démarche de développement autour du Louvre. Et en fait, il y a une démarche de labellisation, comme dans la Roure. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui s'est passé dans la Roure il y a quelques années avec Ivan Park. C'était une démarche de labellisation de grands projets qui a permis en fait de hisser en qualité les projets et aussi de faire une communication tout à fait volontariste là-dessus. Également, ce qui a beaucoup changé, c'est la stratégie des bailleurs, que ce soit, ils ont cité le groupe SIA, qui avait tendance en fait à rénover les cités minières en fait un peu à la Serpe ou à la Truelle, sans là en disant le côté un peu on va dire un peu violent de la chose. Et donc en fait, on a fait un travail avec eux pour essayer aussi de retrouver un peu des règles de l'art. Donc de savoir-faire un peu pour que les joints soient pas plus larges que les briques, si vous voulez. Par exemple, que les fertes, oui, si vous saviez. Enfin bon, on a eu... et donc ça c'est aussi un peu cohérent, parce que avant de vous voir, je me suis un peu documentée. J'ai un peu relu la déclaration de Paris de 2011 sur le patrimoine moteur de développement, et je m'y suis retrouvée dans quelques trucs vraiment très fortement, comme le patrimoine et l'art, le retour à l'art bâti, l'art du bâti. Je crois qu'on y est complètement en matière de ce savoir-faire en patrimoine industriel. Donc là, voilà, vous voyez, Myriam, elle habite à Chenonceau. Voilà mon château. Voilà, c'est mon site à moi. C'est là où je travaille. Tous les jours, j'ai ce bonheur d'arriver dans ce site du 9-9 bis. Donc, je l'ai vu, Ariel, sur Pepin, c'est tout à fait sidérant dans le bassin minier. Vous êtes en terrain plat, nous sommes pays plat, comme à côté de bien sûr, la Belgique. Dès que vous prenez de la hauteur, c'est absolument extraordinaire. Vous avez les terris qui sont nos montagnes à nous. Il y en a même une qui est transformée en piste de ski. Mais bon, on n'a pas pu la mettre dans le périmètre patrimoine mondial, parce que l'intégrité, on avait pris un coup. Mais en termes de moteur de développement, je peux vous assurer que ça compte, puisqu'on peut aller au Louvre le midi et chausser des skis l'après-midi, n'est-ce pas? Donc, le 9-9 bis de Wany, avec sa cité minière fantastique, avec ses pentes dignes de chalet, donc c'est de l'architecture régionaliste. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir que toute cette cité minière, cité de Clerc, les pignons des maisons sont orientés vers la fosse, comme le tournesol vers le soleil. Je deviens lyrique, c'est parce que je suis au salon du patrimoine culturel. Donc en fait, bon, on vient de là, en haut là. Alors évidemment, vous savez, c'est le côté marketing à moi. Quand vous prenez une photo de friche, il vaut mieux qu'elle soit en noir et blanc, bien dégueulasse, et puis après, tout paraît joli après. Ça, c'est un peu la manipulation qu'on fait toujours en matière d'aménagement. Donc voilà, donc vous avez en bas, ça a été inauguré en juin. C'est le Métaphone, qui est une grande salle de concert, qui est lui-même un instrument de musique, qui a été fait avec un ingénieur de l'IRCAM. C'est un bâtiment de Hérault et Arnaud. Et donc ça, si vous voulez, on a la chance d'être dans ce site et de montrer
par A plus B au maire, à tous ceux qu'on peut avoir un bâtiment architectural violemment contemporain en plein site patrimoine mondial et bien sûr un site classé monument historique. Donc ça, c'est pour nous, c'est notre facteur notre vitrine de démonstration. Mais regardez, c'est possible, monsieur le maire, regardez ce qu'on a fait. Madame Lastap, elle a fait agréable, Madame Lastap, j'en travaille avec elle avant, en amont et tout, enfin bon. Donc on fait beaucoup de pédagogie. Ce qui est aussi un facteur de développement énorme, c'est la mobilisation des acteurs. Nous sommes en patrimoine habité. Hein. C'est pas une grotte préhistorique où il n'y a plus d'habitants, tout ça. Donc nous, on est vraiment en patrimoine habité et on a été porté pendant 10 ans par les habitants, par les élus. Monsieur le Président en parlait des logiques d'acteurs qui sont des communautés humaines, sociales, qui ont porté la candidature. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça a permis de décloisonner, de créer un peu plus de société civile, économique et de décloisonnement entre les termes d'acteurs, je le disais. Et on a un groupe d'ambassadeurs citoyens qui commence à bien fonctionner, parce que les gens, au bout de 10 ans, quand il y a eu l'inscription, se sont sentis des fois un peu orphelins, en disant « bon, vous n'avez plus besoin de nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Donc il a fallu vraiment réinventer avec eux, de dire que ce n'était pas fini, et que la gestion c'était aussi la construction de projets. Donc, ça fait quelques vues pour donner envie de venir aussi. Hein. Moi, je suis encore comme ça, hein. Je ne suis pas comme Myriam, il y a tout le monde qui vient. Parlons-en. Donc voilà, moi je pense aussi que c'est une démarche qui redonne sens et ambition et fierté, parce que c'était une candidature de sens, et la gestion doit être une gestion aussi de sens, c'est pas perdre ça. Pas laisser ces choses-là se débrouiller, parce que c'est bien beau de dire que le Louvre, l'UNESCO, ce sont des marques, hein, il y a des valeurs derrière, je crois qu'il faut quand même toujours bien le garder à l'esprit. Et je pense quand même que là on travaille avec le conseil régional dans une plateforme dite d'intelligence collective pour essayer de bâtir tous des indicateurs d'évaluation. Alors c'est d'évaluation du nombre de touristes qui viennent, le nombre d'entreprises, d'investisseurs, toute cette batterie d'indicateurs dont nous avons besoin. Mais nous avons tenu avec les universitaires, notamment l'université d'Artois, d'avoir des indicateurs aussi socioculturels, c'est-à-dire de pouvoir mesurer, là c'est un peu tôt, on se reverra peut-être un jour, un peu tôt, 1 an et demi, mais quelle est la perception des habitants des changements du territoire? Est-ce qu'il y a un développement de l'appétence pour des objets culturels? C'est d'avoir quelques questions pour bâtir des indicateurs de ce type-là, parce que c'est important d'aussi mesurer ce terrain-là. Donc voilà, donc ça je pense que c'est quelque chose en termes de développement territorial est important, parce que ça permet une projection sur l'avenir qui reste fidèle à ce qui est aussi un repère identitaire. Et je pense que ça a toujours été, et ça doit être aussi ça, continuer à être un vecteur de cohésion sociale. Et en fait, enfin, c'est le pari de la culture. Hein. Je vous disais, les grands sites de la mémoire ont tous un volet culturel. Et c'est vrai que là, il y a toujours eu, mais là, ça explose un peu de partout. Alors évidemment, il y a le côté glamour, hein, la Fondation Pinault qui annonce qu'ils veulent faire une résidence d'artistes à côté du Louvre-Lens, etc. Mais bon, il y a tout aussi les très beaux projets que nous on suit au niveau local. Hein, à gauche, c'est un pêcheur dans une piscine, c'est Caroline Carlson dans la piscine Art déco de Bruyères-la-Bussière, il y en a 3 en France. Et on s'y baigne aussi. Vous avez des opérations de land art qui sont magnifiques. Ça, c'est le parc naturel régional Scarpesco qui fait ça à l'est. Bon, des résidences d'artistes dans la cité d'électriciens que vous voyez au-dessus avec la compagnie des Pas Perdus. Il y a Yann Carcelet qui est venu faire un parcours lumineux géopoétique dans un stade parc art déco également. Donc il y a vraiment un pari sur la culture, que c'est vraiment le moteur du développement. Donc, et de cette reconquête de ce territoire. Donc voilà. Et j'en ai terminé là. J'espère que je suis dans mes temps, Monsieur le Président. Voilà. Parler un peu comme une mitraillette. Mais Myriam, je vous donne la parole. Merci beaucoup de ce témoignage, de cette présentation, écoutez, absolument passionnante, intense. Et je crois que cela aura été pour nous tous un moment très intense. Voilà, rendez-vous après 1 an d'inscription au patrimoine mondial. Donc je pense que nous allons débattre tout à l'heure, mais je crois que ce serait intéressant aussi que l'on se retrouve à nouveau dans quelques années, voilà, pour au-delà de ce moment, je dirais, du début de l'aventure, voilà, comment conduisez-vous ce développement? Je propose que nous poursuivions
Vous reconnaissez votre bébé? Très bien. Alors, Myriam Lédet, donc, est chargée de mission de développement durable à la mission Val-de-Loire Patrimoine Mondial. Et merci beaucoup de nous présenter cette très belle inscription de l'année 2000. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me laisser la parole. Alors, je vais effectivement vous emmener un petit peu en Val-de-Loire, vous expliquer pourquoi nous avons été inscrits et comment on pense le développement dans ce corridor. Donc, le Val-de-Loire, c'est en 2000, c'est un corridor de 280 km de long. Ça correspond à l'espace jaune que vous voyez ici. Hein, Donc, c'est 280 km de Sully-sur-Loire en amont d'Orléans à Chalonnes-sur-Loire en aval d'Angers. Donc, vous voyez, c'est la section moyenne de la Loire et ça correspond en termes géologiques eh bien, à la vallée blanche, c'est-à-dire à la vallée qui a comme sous-bassement géologique le bassin parisien, enfin le calcaire du bassin parisien. Alors, on peut remarquer tout de suite que le fait d'avoir inscrit un corridor aussi long, eh bien, ça engendre automatiquement un millefeuille institutionnel, puisqu'il y a 4 départements, 2 régions, région Centre et région Pays de la Loire, ainsi que 164 communes concernées par l'inscription. D'où la difficulté et aussi l'intérêt de cette inscription, c'est de mobiliser, de trouver quel est le lien et en quoi la Loire peut être un lien historique et fédérateur de l'ensemble de ces collectivités riveraines de ce fleuve. Voilà. Alors, pour pouvoir caractériser à bien, l'UNESCO parle de valeur universelle exceptionnelle. C'est la façon de qualifier la dimension patrimoine mondial. Il se trouve que nous sommes retenus patrimoine Val-de-Loire pour 3 raisons, 3 critères. Critères 1, 2 et 4. Donc, pour résumer de façon un peu synthétique, le critère 1 relève de tout ce qui est plutôt de l'ordre de l'architecture. Il se trouve que Val-de-Loire est un des corridors les plus denses au monde en termes de patrimoine monumentaux. Nous avons une densité et une qualité de patrimoine architectural et urbain, avec bien sûr les châteaux de la Loire, mais aussi les grandes abbayes et enfin des villes historiques qui ont été parmi les premières à bénéficier d'un secteur sauvegardé. Le deuxième critère, c'est un critère plutôt de l'ordre historique. D'ordre historique, il se trouve qu'au-delà de la dimension monumentale, eh bien, la Val-de-Loire, c'est un territoire qui, par la qualité de son patrimoine fluvial, témoigne aussi d'une certaine authenticité de ce que fut la vie le long d'un grand fleuve. Et enfin, un troisième critère, critère 4, d'ordre plutôt paysager. Il se trouve que certaines expressions du paysage du Val-de-Loire eh bien, sont l'héritage direct de ce qu'ont pu être les idéaux en matière les idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières. Alors nous allons voir en quelques images à quoi correspondent un peu cette expression des critères 1, 2 et 4, simplement pour que vous puissiez les formaliser. Alors, oui, j'avais oublié cette petite diapositive pour faire le lien notamment avec l'introduction présentée par Pierre-Antoine Gatier. Il est vrai que le Val-de-Loire, eh bien, au départ, c'était Chambord, hein, c'est-à-dire c'est l'inscription d'un monument. Et Chambord a été inscrit il y a une bonne vingtaine d'années, je ne me souviens plus exactement de la date, je suis désolée, excusez-moi. Toujours est-il qu'en 2000, quand on a positionné, quand le dossier du Val-de-Loire a été présenté à la communauté internationale, eh bien, c'était pour succéder à cette inscription monumentale et prendre en compte la totalité du territoire. Donc, le Val-de-Loire est vraiment cet exemple de cette approche évolutive entre du fait que cette approche évolutive du patrimoine où on passe du monument au territoire. Critère 1, critère en architecture. Donc ce sont les expressions monumentales. Chambord, pour les grandes expressions, Chambord, l'abbaye de Fontevraud et les sites fortifiés, exemple Chinon. Chinon n'est pas le long de la Loire, Chinon est le long de la Vienne, mais à proximité de la Loire et dans sa composition architecturale et urbaine, eh bien, partage les mêmes références que les villes de Loire. Qu'en est-il de Chinon? Eh bien, vous voyez que vous avez un site fortifié médiéval avec un logis royal, Charles VII y a vécu,
Et au pied, vous aviez une ville médiévale forte qui se développait, qui s'est développée entre le fleuve et le coteau. Donc voilà cette notion de qualité architecturale et urbaine, à la fois à travers des édifices, mais aussi à travers des ensembles historiques. Deuxième critère, le paysage fluvial, culturel fluvial. La Loire est on a eu l'habitude de dire que la Loire est un des derniers fleuves sauvages, ce qui est une erreur absolue. La Loire a toujours été aménagée, et ce depuis la nuit des temps. Mais la Loire, par contre, conserve des rythmes naturels en matière d'hydrologie, et notamment est connue pour ses crues particulièrement importantes. Alors là, vous avez une image de la ville des Poncé, qui est la ville ligérienne, si on peut dire, enfin de Loire par excellence, puisqu'elle est installée dans le fond du lit mineur, et bien elle est dans les grandes crues complètement encerclée, elle devient île. Donc c'est une des grandes caractéristiques de ce paysage de Loire, que de vivre constamment et en symbiose avec ce fleuve qui passe d'étiage au cru, de cru à l'étiage. Il y a un savoir-vivre du fleuve qui est développé et que l'on retrouve à travers, bien sûr, la forme des villes, mais aussi à travers l'habitat et aussi à travers des savoir-faire et des pratiques. Alors, ce paysage culturel fluvial, c'est aussi un patrimoine, bien entendu, un patrimoine portuaire, puisque jusqu'à la fin du 19e, la Loire a été une des grandes artères royales, fin 18e, une des grandes artères royales du commerce en France, avec de nombreux ports, dont bien sûr le port de Tours, le port d'Orléans, le port de Saumur, qui étaient parmi les grandes infrastructures portuaires qui à la fois exportaient les matériaux que l'on trouvait le long de la Loire, l'ardoise, le tuffeau, le vin aussi, et les produits de l'agriculture, du maraîchage. N'oubliez pas que le Val-de-Loire, c'est le jardin de la France. Et le jardin de la France, qu'est-ce que c'est? Sinon, ces plaines alluviales particulièrement riches qui ont été et qui exportaient à travers son fleuve, et bien qui exportaient des produits, ces produits qu'ils exportent toujours d'ailleurs, mais plus à travers le fleuve, ces produits à travers le monde, à travers la France et l'Europe. C'est aussi dans les patrimoines fluviaux, bien sûr, les ponts. Hein, vous avez ici le pont de Beaugency, qui est un des plus beaux, un des plus vieux et un des plus beaux ponts de Loire. Donc, il se trouve qu'après le 19e, la marine de Loire a été concurrencée par le chemin de fer. Donc, tout d'un coup, tout le trafic de Loire a été abandonné pour un trafic terrestre, et les ports de Loire sont tombés en désuétude. La marine et les ports de Loire sont tombés en désuétude. Donc, nous avons ce patrimoine qui est resté d'un coup, qui a été abandonné subitement et qui est resté dans son jus, entre guillemets. Et donc, on peut retrouver une certaine authenticité, une certaine intégrité, et c'est en cela que le Val-de-Loire, eh bien, témoigne d'une qualité, d'une authenticité, d'un paysage culturel fluvial. Ces développements long des fleuves, on les retrouve partout en Europe, sauf que les autres fleuves, eux, après, ont muté, ont abordé au cours du XXe siècle une mutation industrielle que n'a pas connue le Val-de-Loire, ou n'a pas connue dans les mêmes termes. Troisième critère correspond au critère 4, ce sont les expressions héritées de la Renaissance et du siècle des Lumières. Alors, je vais être très synthétique. Il se trouve que nos rois, le Val-de-Loire a été berceau de la cour de France de Charles VII jusqu'à François Ier pendant un siècle et demi, en pleine Renaissance, et que nos rois se sont promenés notamment en Italie, ont compris, découvert ce qu'était le Quattrocento, et surtout ont compris, découvert la force du paysage et en quoi le paysage peut contribuer à une mise en scène politique, peut contribuer à porter la qualité, la gestion d'un territoire par un prince éclairé. Et donc, revenus en France, ils ont appliqué ces préceptes, notamment en Val-de-Loire. La déclinaison de ça, nous l'avons encore vivante, présente en Val-de-Loire, notamment à Amboise, où ce château qui au départ, rappelez-vous Chinon, avec cette forteresse, on retrouve exactement les mêmes traces, cette forteresse avec en dessous certainement une ville marinière qui était une cité fort médiévale. Eh bien, cette forteresse a été largement remaniée sous Charles VIII et Louis XII, et notamment il y a eu des travaux importants avec ce logis royal et cette loggia qui est
une des premières loggias qui ouvre en France dans un château royal, qui ouvre sur la Loire et qui donne à la fois à voir et à être vu. Et ça fait partie justement de cette découverte, de l'importance, de cette redécouverte d'ailleurs, de l'importance du paysage dans l'exercice du pouvoir, si on peut dire. Alors, vous avez cette photo qui est intéressante en ce sens où vous voyez que c'est Amboise, de l'autre côté. Le pont que vous voyez ici, c'est le pont qui est ici. Eh bien, vous voyez là, vous avez un jardin. Et c'est un des premiers jardins dits Belvédère, où non seulement on donne à voir et à être vu dans des loggias qui reprennent, qui remanient la façade principale du château, mais aussi et surtout, on donne à voir et à être vu dans des jardins. Et c'est les premiers jardins qui vont donner après les jardins à la française. Donc je ne dis pas que entre en Val-de-Loire les jardins à la française, mais le point de départ des jardins, c'est ici, notamment à Amboise. Le deuxième élément paysager, c'est que cette révolution de découverte du territoire, qui donc est l'héritage de la Renaissance, héritage, eh bien, qui a été approprié par les puissants du moment, par les rois, eh bien, a été réapproprié un siècle et demi plus tard par les villes devenues puissantes et qui, elles, peu à peu, se sont affranchies de leurs enceintes et se sont ouverts aussi vers la Loire. Donc c'est à partir c'est l'art urbain du XVIIIe, avec les grands travaux royaux, notamment les grands travaux lancés par Louis XV. Et là, vous avez, c'est la vue de Tours, la création de l'axe royal qu'on appelle la route d'Espagne, avec un des premiers franchissements avec un pont de pierre fiable qui pouvait résister aux crues et à la violence du fleuve. Donc cet art urbain, c'est avant tout un art de l'ingénierie des ponts, du corps royal des ponts, qui va devenir les ponts et chaussées plus tard. Donc c'est le début de l'ingénierie royale qui a donné les premiers ponts. Ils sont en Val-de-Loire. Et cet art urbain s'étend aussi, bien sûr, à des bâtiments qui, de part et d'autre, marquent cette entrée royale. Et on trouve là les premières références d'urbanisme dont on aura les plus beaux exemples, notamment à Bordeaux ou à Nantes. Mais le point de départ de l'art urbain, eh bien, c'est en Val-de-Loire aussi qu'on le retrouve. Donc voilà pourquoi nous sommes inscrits. Donc tout le patrimoine du Val-de-Loire n'est pas dans le patrimoine mondial, loin de là, mais ce qui est reconnu comme valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire que si ça venait à disparaître, c'est conçu comme une perte pour la mémoire de l'humanité. Eh bien, c'est un témoignage, une forme de témoignage. S'il venait à disparaître, serait une perte non seulement pour le Val-de-Loire, mais pour la totalité de ces civilisations fluviales, notamment européennes, qui ont connu les mêmes qualités, les mêmes étapes de développement. Et bien là, elles retrouvent un peu un musée à ciel ouvert, si on peut dire, avec des éléments qui peuvent rappeler avec des références qui peuvent rappeler leur propre développement, qui les renvoient à leur propre développement. En quelques mots, c'est un schéma bien entendu, mais voilà, si on voulait résumer de façon un peu symbolique ce qu'est la valeur universelle en Val-de-Loire. Donc on retrouve ce fleuve, ces levées, 600 km de levées, ces ponts, ces fronts bâtis dominés par le château, mais aussi ces larges perspectives. Et il se trouve que sachant que les limites du périmètre UNESCO, eh bien, le principe, c'est une limite de coteau à coteau. Donc, ce qui est inscrit, ce n'est pas la Loire, mais c'est bien la vallée de la Loire, mais dans le sens de la perception de cette vallée de coteau à coteau. Et nous sommes inscrits au titre du paysage culturel vivant. Donc, ce Val de Loire est perçu pour essayer nos missions. Donc la mission Val-de-Loire est un organisme qui a été mis en place par les régions Centre et Pays de la Loire. Nous sommes un syndicat mixte interrégional, partenaire de l'État,
Et nous avons été mis en place en 2002, c'est-à-dire 2 ans après le début de l'inscription, et nous avons été mandatés pour développer ce plan de gestion, mettre en place un plan de gestion. Mais comment, avant de mettre en place ce plan de gestion, comment caractériser ce bien et surtout comment caractériser les menaces qui pèsent sur ce bien afin ensuite, après, en définir les actions pour garantir la pérennité du bien. Eh bien, la façon de caractériser ce bien, on a utilisé une méthode un peu pragmatique de perception. Il se trouve que ce bien qui relève de ces 3 critères, eh bien, il est perceptible à 3 niveaux. À l'échelle du fleuve, c'est les 600 km de levée et d'ouvrage civil, et de levée avec des ouvrages civils. Il n'y a pas 600 km d'ouvrages civils, bien entendu. Alors vous avez là une photo de la levée et le fait que la Loire a régulièrement, surtout au 19e, rompu ses levées. Donc il y a cette Loire est un être vivant avec lequel les populations ont appris à vivre. La deuxième échelle de perception, c'est l'échelle bâtie, les fronts bâtis de Loire. Nous avons en Loire, et le long de ces 280 km, constamment la même composition linéaire. Là, vous avez l'exemple de Saumur. Donc, vous retrouvez un peu le même principe que celle que vous avez vue plus précédemment sur Amboise, dominée par le château, avec une horizontalité qui met en évidence les petites verticalités à la fois des églises, mais aussi, bien sûr, des châteaux. Une composition linéaire horizontale, la multiplication des plans et une mise en scène par rapport au fleuve. On retrouve, et enfin la troisième échelle de perception, c'est le grand paysage, l'importance de l'horizontalité de la composition cumulée à des profondeurs de champ et à de longues perspectives. Donc ces 3 éléments, ces 3 échelles de perception nous ont permis après d'identifier à chacune des échelles les menaces. Et ces menaces, eh bien, de façon résumée, parce que bien sûr il y a un développement au Val-de-Loire, on ne vit plus comme on vivait, et la terre du Val-de-Loire bien sûr accueille quelques touristes, un petit peu plus que... Mais nous aussi, nous manquons de tourisme, nous aimerions bien en avoir plus. Enfin, on est quand même autour de 10 millions de touristes, donc bon, on va pas se plaindre. Et puis depuis très longtemps. Mais maintenant, sachant que ce tourisme s'intéresse à la fois au château, mais aussi au territoire, puisque c'est la Loire à vélo. On commence à découvrir l'intérêt de ce paysage et on commence à l'apprécier à pied, à vélo, à cheval aussi. Il y a un tourisme équestre qui se développe de façon importante et bien entendu aussi en voiture et en train. Toujours est-il que... Et par ailleurs, le Val-de-Loire, si c'est une terre touristique, c'est aussi et surtout il y a une attractivité résidentielle très importante. Et nous avons les conséquences de cette attractivité résidentielle, et bien tout simplement, c'est que le long des fronts de Loire, nous avons un étalement urbain, un manque de maîtrise de l'urbain et une absence d'intégration architecturale qui fait que ces fronts de Loire, qui étaient de véritables bijoux dans un écrin, et bien peu à peu sont complètement la densité patrimoniale, j'ai un peu trouvé le mot, je suis désolée, se dilue, parce que tout simplement nous avons des ruptures, à la fois une consommation d'espace qui n'est pas maîtrisée et des ruptures en matière de volumétrie, en matière de matériaux, qui fait que ces fonds de Loire perdent de leur intégrité. Voilà. À l'échelle du fleuve, le fait que cet espace ait été abandonné, eh bien, la nature a repris ses droits. Donc vous avez une fermeture des vues, puisqu'avant, le fleuve qui était avant tout navigué, eh bien, il n'y avait pratiquement pas il était entièrement minéral, il n'y avait aucune présence végétale ou très peu, donc c'est la fermeture des vues liée à la reconquête de cet espace par la nature, la dégradation bien sûr des quais de Loire, et puis il y avait une agriculture, notamment d'élevage, au pied d'élevé, et qui a disparu. Donc voilà, un espace en friche qui est effectivement à reconquérir. À l'échelle des fonds de Loire, je vous l'ai expliqué, et à l'échelle du grand paysage, eh bien, vous avez une disparition des coupures vertes liées à l'étalement urbain, une dégradation de ces grandes perspectives qui contribuent à la monumentalité du Val-de-Loire,
Et enfin, le long des autoroutes qui ont remplacé à la fois qui ont remplacé la voie ferrée et la Loire, le long des autoroutes qui sont installées sur le plateau, vous avez des zones d'activité qui sont à la dimension de l'autoroute, qui sont totalement hors proportion par rapport à l'architecture et aux compositions du Val-de-Loire, et qui rentrent bien entendu, bien évidemment, en conflit avec ces espaces. Donc, comment faire pour essayer de réguler? Il ne s'agit pas de nier ce développement. Il y a plus d'1 million de personnes qui vivent sur les 280 km. Ces personnes ont droit à vivre au XXIe siècle comme n'importe quel citoyen sur Terre. Mais maintenant, ils se doivent aussi de prendre conscience et de prendre en compte la qualité de cet héritage, et ils se doivent de savoir le restituer dans leur développement. C'est même peut-être une chance pour eux que d'intégrer la qualité de leur patrimoine dans leur développement. Nous allons voir comment. Donc nous avons mis en place un plan de gestion, 10 ans pour le mettre en place. Je ne vais pas le détailler ici. Il y a 5 grands thèmes, si vous voulez. Protection des patrimoines, bien entendu. Régulation du développement urbain. Intégration des grandes infrastructures. Le développement d'un tourisme culturel, notamment un tourisme d'itinérance. Et enfin, une gouvernance du site qui puisse peu à peu faire en sorte que ce millefeuille administratif et technique puisse parler d'une seule voix. Ce plan de gestion a été présenté en 2011. Il a fallu 1 an pour que les 164 communes l'approuvent. 82% se sont positionnés comme favorables, ce qui veut dire qu'on a quand même des collectivités qui n'acceptent pas ou ne veulent pas entendre parler du plan de gestion parce que ça limite leur développement, ça limite les maires ou les responsables politiques ont peur d'une intrusion trop importante de l'État, et une vision, une lecture extérieure à leur intérêts territoriaux. Ils ont peur de ne pas être compris. Donc, malgré tout, 82% c'est bien, c'est même ma foi pas si mal que ça. Et donc, force des 82%, l'État a approuvé le plan de gestion qui maintenant s'impose à tous les plans locaux d'urbanisme, à tous les SCOT, ainsi qu'à tous les grands projets, et qui met la VUE, la valeur universelle exceptionnelle, au cœur de toutes les politiques de développement. Et ça, c'est fondamental. Donc, à partir de là, la mission Val-de-Loire a changé de casquette. Pendant 10 ans, nous avons été présents pour pouvoir construire ce plan de gestion. Et maintenant, une partie de notre travail, une partie de mon travail, puisque la dimension aménagement du territoire, c'est moi qui m'en occupe. Des parties de mon travail maintenant n'est plus d'établir ce plan de gestion, mais de mettre en place une ingénierie spécifique qui permette aux collectivités d'intégrer la VIE. Alors, on va prendre un exemple, l'exemple de Blois, qui a bien voulu jouer le jeu de cette prise en compte. Donc, Blois, bon, c'est un lieu absolument, c'est une cité princière et royale, avec au 18e, un des plus beaux ponts de pierre construits par Jacques Gabriel, 1734, et puis bien sûr le château de Blois. Bref, vous avez là un bijou, une des plus belles expressions du site. Eh bien, comment ces habitants, comment ces élus ont pris en compte cette expression pour les intégrer dans leur développement à l'échelle de l'agglomération, parce que maintenant, quand on réfléchit à un développement, on ne réfléchit plus à l'échelle d'une collectivité, mais à l'échelle d'un ensemble de collectivités. Vous avez une communauté d'agglomération de 48 communes, avec bien sûr Blois comme ville-centre, qui sont en train de mettre en place un SCOT, et ils ont fait du paysage le socle du projet de développement. Donc, je ne vais pas le détailler, mais sachez que c'est une grande première, en Val-de-Loire en tout cas, je ne sais pas si c'est en France, mais en Val-de-Loire, de faire du paysage l'élément premier d'un développement. C'est bon ? Alors après, si je recentre sur Blois, la ville de Blois, a souhaité requalifier ses espaces publics et aurait très bien pu le faire sans demander à la mission de Val-de-Loire de les aider. Mais conscients des enjeux patrimoniaux, ils ont demandé justement à ce que, à l'occasion de ce grand projet de requalification de l'espace public qu'ils ont appelé l'aménagement du cœur de Ville-Loire, donc déjà vous voyez cœur de Ville-Loire, en se donnant comme objectif l'élargissement du centre-ville
l'ouverture de la ville vers la Loire et bien sûr le renforcement des fonctions commerciales et résidentielles. À travers ces objectifs-là, eh bien, ils ont demandé à la Maison de Val-de-Loire de les aider à qualifier la VIE. Et le concepteur qui a été mandaté, le paysagiste qui a été mandaté pour revoir ces espaces publics, s'est inspiré après de la VIE pour justement faire un aménagement contextualisé. Alors on va voir, enfin je vous donne simplement quelques références. Donc d'abord, quelles sont les conclusions de cette VIE? Il se trouve que remarquez, on va peut-être partir de là, c'est plus simple, on voit mieux. Vous avez le château est ici. Il se trouve que le point de départ de Blois, cette cité princière puis royale, à conclure. Nous allons conclure alors. Donc nous allons passer tout de suite. Donc nous avons. Oui, je vous en prie. Ah, voilà, attendez, là, c'est voilà. Donc tout simplement, qu'a-t-on compris à travers Blois, c'est que cette cité, au départ de la Renaissance, cette cité royale, voilà, cette cité royale de la Renaissance était tournée vers la Beauce, n'était pas du tout tournée vers le fleuve. Et il a fallu, par contre, ce sont les grands abbayes qui étaient le long du fleuve et qui captaient le trafic fluvial qui, eux, ont développé la ville. Mais il a fallu le 18e, avec la rue dont je vous ai expliqué les éléments, pour justement retourner cette ville vers le fleuve avec la construction du pont Jacques-Gabriel, l'aménagement des grands quais de part et d'autre, et surtout la construction du palais épiscopal qui, lui, avec ses terrasses en belvédère. La terrasse en belvédère, on retrouve le même langage que pour le château d'Amboise et qui regarde la Loire. Donc, on s'est rendu compte à travers cette VIE que nous avions un premier axe qui allait vers la Beauce, un second qui regardait la Loire, avec un élément d'articulation, une place. Et cette place-là est devenue l'élément central de l'aménagement. Alors qu'au départ, le maire, lui, parlait surtout d'ouvrir vers la Loire. On lui dit, mais oui, bien sûr, il faut ouvrir vers la Loire, il faut requalifier les espaces portuaires, mais il faut surtout s'occuper de ce lieu-là, qui est le lieu emblématique, qui permet de comprendre et qui donne le sens historique à la ville de Blois. Donc, après déclinaison, critère 1, c'est le Blois est un amphithéâtre monumental que je ne développerai pas, et eh bien, le paysagiste notamment, a énormément travaillé sur les vues pour être vu, enfin, les perspectives pour voir et être vu et voir cet amphithéâtre urbain monumental, mais il a surtout insisté sur le pont. Le pont qui en réalité est un élément fondamental pour apprécier cette mise en scène urbaine. Et il a travaillé énormément pour transformer ce pont en espace promenade et non plus en espace fonctionnel de circulation de voitures, avec un resserrement, bien sûr, des voies de déplacement, mais surtout un élargissement très important des voies piétonnes. Deuxième critère, la maîtrise de l'eau et du fleuve. Donc on a notamment mis en évidence un réseau de fontaines très important, l'importance du linéaire, etc. Je sens que mon voisin s'impatiente. On va s'arrêter. Cette image est la plus. Il y a un travail après très important d'espace public ouvrant sur le fleuve. Là, vous avez un plus bel exemple. Et enfin, critère 4, le fameux square, la fameuse place d'articulation, eh bien, a fait l'objet d'un travail très important de restitution des vues et de requalification de l'espace. Et notamment, il se trouve que dans ce square, vous avez là le château, en face une église, enfin une église baroque fondamentale pour l'histoire de Blois, que ces deux éléments qui marquent deux périodes historiques se faisaient face à face. Et là, eh bien, avec le retraitement de cet espace, on peut les voir et on peut comprendre justement cette articulation historique à travers la vue immédiate de ces deux monuments qui se regardent. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ça qui va apporter une qualité supplémentaire à Blois. Et le maire en est conscient. Ce qui est, ma foi, agréable. Voilà, vous avez là un dessin. Et puis, bien, je vous remercie. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur ce site. Merci beaucoup de cette belle présentation. Quel exercice délicat de résumer les sites de 800 km² en quelques minutes.
J'avais des questions à poser, je ne le ferai pas. Je voudrais, dans les quelques minutes qui nous restent, donner la parole à la salle. Donc si certains d'entre vous ont des questions à poser, j'en suis convaincu, je vous en prie, un micro circule. Alors je propose une première question pour les deux dossiers. Inscription d'un site de vaste étendue. Comment gère-t-on un développement équilibré sur l'ensemble du territoire? Sujet éminemment complexe. Non, je veux dire que ça dépend aussi. On parlait des enjeux de développement urbain. Les sites patrimoine mondial, évidemment, ne sont pas des isolats. C'est vrai que avoir trouvé des solutions dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, mais aussi donc des schémas de cohérence territoriaux. Nous, on a 87 PLU et 4 SCOT et une charte de parc naturel régional pour cette chose-là. L'État réfléchit à une directive territoriale d'aménagement, donc sur l'enjeu de la métropolitaine qui englobe Lille et le bassin minier et Arras. Donc au niveau de cela, c'est vrai que l'étalement urbain, c'est vraiment ça maîtrise les coupures des continuités vertes. Et la consommation de foncier agricole sont des mots qui sont en France et nous touchent aussi. C'est qu'en fait, nous, on a le paradoxe d'avoir des cœurs urbains de cités minières qu'on rénove, qui se paupérisent, où les élus préfèrent faire des lotissements qui viennent aussi, entre guillemets, faire un contagion autour des cités minières et sur du foncier agricole. Donc en termes de développement non maîtrisé, développement non durable, on a quand même encore à bien lutter. Et je crois que Myriam, dans son exposé, ça se sentait aussi, c'est que le patrimoine mondial, c'est un peu un cheval de Troie. C'est qu'on va un peu un cheval de Troie, ça on vient avec l'idée d'excellence, d'envie voilà, quand on vient parler des entrées de ville, hein, qui sont souvent atroces en France, enfin, je veux dire, là, par exemple, on parle de la civilisation. Donc on dit, est-ce qu'on va mettre un emblème patrimoine mondial si on arrive au niveau de la Commission française pour l'UNESCO à faire quelque chose, mais au niveau d'une pancarte d'entrée de ville, quand vous avez déjà Villefleury, la Toutounière, l'éléphant bleu, Lavage, et l'hôtel Tartampion et le jumelage, si vous mettez un emblème patrimoine mondial là-dedans, enfin, vous voyez, c'est une façon à nous de dire, dites, monsieur le maire, parce que bon, voilà, enfin, vous faites un peu le ménage dans votre règlement local de publicité, enfin voilà, donc c'est une façon de développer des plans urbains. Et je vous dis, nous, on a notre problème, c'est plutôt d'avoir des développements à plusieurs vitesses. Entre des sites, des endroits du territoire qui s'en sortent, qui créent de l'emploi, mais pas forcément bénéficiant aux populations en place, et ceux qui vont rester en dehors et à l'écart de ces processus-là, où là, il peut y avoir des grands écarts importants, quoi. Merci beaucoup. Merci Catherine Bertram. Je souhaiterais, Myriam Lédet, vous entendre peut-être sur le même thème. Donc un développement équilibré, quelle méthode est-ce envisageable? Alors, je dirais qu'un développement équilibré, c'est un développement qui a une esthétique, et que cette esthétique, elle s'est développée, elle ne s'est pas imposée. Elle a commencé à se développer en Val-de-Loire à partir de la Renaissance. Et qu'en fin de compte, nous recherchons maintenant à retrouver en fin de compte les termes de cet esthétisme. Ça, c'est le premier point. Maintenant, ces références, qui sont des références historiques, ne correspondent plus, ou peut-être moins, aux attentes des habitants. Donc il y a, pour pouvoir permettre de maintenir cet équilibre, il y a deux façons, deux orientations possibles à développer. L'une, c'est la sensibilisation, l'appropriation, enfin faire un travail de sensibilisation et de coproduction des futurs projets avec les habitants ou avec les acteurs locaux. Et l'autre, c'est peut-être d'inventer, de renouveler cette esthétique et par justement une prise de conscience du sens du lieu. On commence à le voir en Val-de-Loire, qu'on souhaite
qu'on souhaite voir devenir un laboratoire international de projets, notamment paysager. En quoi l'étude du sens du lieu, en quoi la qualité historique du lieu permet de mieux concevoir le projet, de lui donner une meilleure pérennité. Et si on sait répondre à ces questions, peut-être nous allons trouver un renouveau de cette esthétique qui a fait les grands œuvres du Val-de-Loire. Merci beaucoup.